Sud Radio, la vie en mieux, Catherine Bully. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Sud Radio, la vie en mieux. Votre nouvelle émission tous les dimanches à midi, une émission interactive où nous allons essayer d'améliorer votre quotidien. Avec mes invités, nous aurons à cœur de vous informer, de vous donner des conseils, de vous surprendre parfois dans le but de vous faciliter la vie. Alors aujourd'hui au sommaire, nous allons parler de nos infirmières qui depuis quelque temps deviennent le trait d'union entre un médecin difficile à voir et les soins dont vous manquez malheureusement. Nous parlerons de nos enfants et ados qui cette semaine ont repris le chemin des écoles et des lycées et après avoir passé un été accroché à leurs réseaux sociaux, comment imaginer qu'ils puissent se concentrer en cours? Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, parents? Je vais vous présenter une très belle association, un petit coup de pouce à Coucou Nouvalou, destiné aux enfants hospitalisés, qui apporte beaucoup de joie et de bonne humeur en ces périodes si difficiles. Et Ariane Golden nous donnera les techniques de maquillage les plus folles qu'elle a dénichées pour vous en cette rentrée. À tout de suite. Sud Radio, la vie en mieux, Catherine Bully. Vous êtes sur Sud Radio et je suis ravie de recevoir aujourd'hui Nicolas Baudelot. Bonjour Nicolas. Bonjour Catherine. Fondateur de Medicalib, une plateforme 100% gratuite qui vous met en relation avec des professionnels de santé conventionnés par la Sécurité sociale. Alors Nicolas, on le voit aujourd'hui depuis quelques années, le rôle des infirmières tend à s'élargir, il y a des binômes qui se forment, où les médecins généralistes en coopération avec les infirmiers et les infirmières vont rendre visite, des visites plus régulières donc aux patients. Et c'est vrai que c'est rassurant parce que dans ce désert médical, on essaye tous de trouver des solutions. Il y a quand même 83% des Français qui manquent de médecins ou de spécialistes. On parle des généralistes, mais aussi des ophtalmos, des gynécos. Et il y a une région, le Val-de-Loire, qui souffre tout particulièrement de ce désert médical, puisqu'il y a en moyenne 300 praticiens pour 100 000 habitants. C'est absolument incroyable. Alors Nicolas, est-ce que ce binôme médecin-infirmière, pour vous, c'est la clé pour que les patients aient à nouveau professionnels de santé face à eux ? Oui, je pense que c'est un élément important de la réponse qu'on peut essayer d'apporter pour favoriser en tout cas l'accès aux soins. Le binôme entre un médecin et une infirmière existe depuis assez longtemps. Le médecin prescrit et souvent les professionnels de santé, infirmières ou infirmiers, réalisent les soins qui sont prescrits. Néanmoins, mais elle ne prend pas forcément le relais. Exactement. Et donc il y a cette volonté d'avoir un suivi. Elles ont une proximité avec le patient qui est importante. Et même il y a eu des évolutions. Récemment, un statut a été créé, celui de l'infirmier référent. Donc en fait, un peu comme votre médecin traitant, vous allez avoir un infirmier référent qui va pouvoir vous suivre et remonter de l'information s'il trouve que c'est nécessaire auprès du médecin traitant pour qu'il puisse avoir des adaptations. Infirmière référent, ça veut dire qu'en termes de formation, elle a eu une formation supérieure ou est-ce que... Non, c'est une prise en charge spécifique sur une pathologie. Ensuite, après, vous avez une évolution aussi qui a été faite en 2018 sur les IPA, donc c'est les infirmières de pratique avancée, où là, c'est un grade master qui leur permet, en gros, au cours de 2 années d'études supplémentaires, de renforcer leurs connaissances et d'avoir des prérogatives beaucoup plus importantes sur de la prescription, sur du suivi des maladies chroniques, sur de l'oncologie. Et donc, ça permet, c'est un supplétif au manque de médecins, parce qu'elles ont un champ de compétences beaucoup plus élargi. Alors ça, c'est intéressant parce que justement, ma question, c'était est-ce qu'aujourd'hui, une infirmière peut compenser l'absence d'un médecin ? Alors, elle ne peut pas compenser, mais elle peut essayer de trouver du temps pour que un médecin puisse voir un patient. Je m'explique. De plus en plus, vous avez la téléconsultation. Oui. Vous preniez l'exemple, par exemple, du Val-de-Loire. On pourrait très bien avoir une infirmière qui va être les yeux et les mains du médecin, qui va être dans un autre département ou dans une autre ville. Et donc ça, c'est créé, c'est organisé par la Sécurité sociale pour qu'il y ait cette capacité à ce que l'infirmière, qui en termes de nombre sont beaucoup plus nombreuses en France, c'est 130 000 infirmières libérales qui se déplacent tous les jours sur le territoire, énorme, oui. Puissent accompagner les patients partout en France. Parce que quand on y pense, c'est quand même très intéressant parce que le rapport que nous pouvons avoir, nous patients, avec une infirmière n'est pas le même rapport qu'on aurait avec notre médecin. C'est-à-dire que souvent, il y a des histoires de vie qui sont racontées, on se confie, on va avoir une relation avec son infirmière qui peut être
plus importante et qui peut permettre à l'infirmière de déceler certaines choses. Donc, elle peut avoir, anticipé peut-être des petites choses. Exactement, parce que souvent l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière se fait sur des temps qui sont beaucoup plus importants que ce que peut être un médecin généraliste. Vous allez voir une fois, peut-être 2 fois maximum dans l'année. Une infirmière, si elle suit un patient, et souvent en plus les personnes âgées, c'est souvent de façon régulière, une fois par jour, voire même plusieurs fois par jour. Et donc elles ont cette capacité à faire même à la fois du lien social, mais aussi de suivre l'état d'évolution des personnes qu'elles suivent. Et ça, c'est un vrai plus par rapport à un médecin. Et c'est aussi pour ça, elles ont un rôle un peu de vigie, de remonter de l'information au médecin pour ensuite après peut-être adapter un protocole ou un traitement. Est-ce que c'est bien vécu par les médecins, ça ? Ça a toujours été bien vécu parce que c'est important. Ensuite, après, la mise en place des IPA nécessite certains ajustements parce qu'en fait, parfois, les médecins peuvent se considérer qu'il y a peut-être une prise d'une partie de leur activité, mais la plupart des médecins voient ça comme une capacité à développer du temps, à leur permettre d'avoir plus de temps pour se consacrer à des pathologies plus complexes. Et ça, je pense que c'est l'enjeu majeur des années à venir, c'est comment on fait que chaque professionnel de santé a le temps nécessaire pour faire exactement la tâche qu'il doit faire. C'est exactement ce qu'on fait nous chez Medicalib. Est-ce que vous avez des exemples de prise en charge réussie ? Pour vous donner un peu plus de chiffres, Medicalib, c'est 30 000 demandes de soins réalisées par mois. Donc en fait, et dans plus de 8 cas sur 10, on trouve un professionnel de santé. Mais on est là pour essayer de mutualiser l'ensemble des professionnels de santé sur l'ensemble d'un territoire. Et un des exemples, ce qui me vient en tête, c'est par exemple une personne qui cherchait pour sa maman une infirmière libérale. Elle avait appelé plein de cabinets et elle avait eu que des refus. Et avec Medicalib, elle l'a trouvé en moins de 20 minutes parce que nous, en fait, on avait agrégé l'ensemble des emplois du temps et les zones de tournée des professionnels de santé. Merci Nicolas Baudelot, fondateur, je le rappelle, de la plateforme Medicalib. Et j'encourage vraiment, parce que je suis allée voir votre plateforme, tous ceux qui sont dans des régions où l'accès aux soins est difficile, d'aller voir votre plateforme parce que je pense qu'il y a pas mal de petites solutions à trouver. En tout cas, merci d'être venu nous voir. Merci Catherine. Sud Radio, la vie en mieux. Ils sont rentrés en classe, ça y est, après avoir vécu 2 mois en dehors de l'école, un portable scotché à la main, scrollant sans fin TikTok, Snap, Insta et j'en passe. Bonjour Johanna Rosenblum. Bonjour. Alors, vous êtes psychologue clinicienne à Paris, Johanna. Alors, tiens, pour commencer, je vous raconte une petite anecdote. Ma fille, 15 ans, cet été, le portable tombe dans la piscine. Que se passe-t-il ? Alors, on n'était pas dans un coin où on pouvait prendre du riz, mettre le téléphone dans du riz pour enlever toute l'humidité. Donc, on a dû faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver une boutique qui répare. Et là, c'était la fin du monde. Il n'y avait plus personne. Alors, moi, je ne sais pas si c'est moi ou plus ça va, c'est dur, vraiment dur de les faire décrocher du portable. Oui, vous avez raison, parce que ils sont super agiles, les jeunes aujourd'hui avec le téléphone, ils maîtrisent les outils numériques et les applications bien mieux que nous. Il y a tout un tas de choses qu'on ne comprend pas, et en fait, avec la précocité de l'acquisition du smartphone, plus leur agilité, il y a une forme de dépendance qui se crée très très jeune, une espèce d'intégration à leur quotidien de ces outils numériques qui fait que quand ils sont privés brutalement de leur téléphone, il y a une énorme perte de repères, et pour eux c'est la fin du monde, parce que voilà, les réactions émotionnelles des ados, elles sont aussi très excessives, donc tout ça combiné crée une crise familiale. Ah mais vraiment, vraiment. Alors pour aider les parents qui nous écoutent là, on va procéder par ordre. Si on a, parce que bon, les âges étant différents, les actions sont forcément différentes. Si on a un enfant qui est au collège, c'est-à-dire qui est entre 11 et 15 ans, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Parce que c'est vrai que l'Éducation nationale lance la pause numérique. Une expérimentation dans 200 établissements, c'est assez controversé d'ailleurs. Mais ça isole le portable au collège, mais une fois sorti du collège, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, c'est très bien vu. La période du collège, c'est encore une période sur laquelle on peut travailler le comportement et la relation de nos jeunes, de nos ados à l'outil numérique et notamment au portable. Donc, pour les aider en fait, concrètement, pour les aider à réduire l'utilisation, faut développer une approche hyper équilibrée qui combine des stratégies de sensibilisation, des alternatives attractives et la mise en place de limites claires, parce qu'on reste parents et qu'on a le droit aussi de poser un cadre. Donc, dans les
4 outils qui peuvent être mis en place assez facilement. Il y a établir des règles claires où on va définir des règles spécifiques concernant l'utilisation du téléphone, exactement. D'accord. Donc des horaires précis pendant les repas. Pas de téléphone, c'est un exemple, ou au moment du coucher, à partir de 21h30, plus de téléphone, les téléphones restent dans la cuisine ou dans le salon. Et puis surtout, il faut expliquer ces règles pour favoriser la compréhension et l'acceptation, parce qu'à ces âges-là, il y a ce qu'on appelle de la réactance. Au plus on pose des règles qui sont vues comme des règles punitives, au plus on va avoir un enfant qui va vouloir les transgresser. Donc c'est pas mal aussi d'un... Oui. Oui, mais alors, bon, ça c'est pour les collégiens, mais pour les lycéens, c'est quand même plus compliqué, parce que là, 16, 17, 18... 16-17 ans, ben oui, à cet âge-là... Ils ont leur vie, ils ont toutes leurs relations sociales. Mais oui, alors le rapport à leur téléphone, il est déjà mis en place depuis quelques mois, voire quelques années. Donc les sensibiliser peut-être aux dangers, aux difficultés cognitives qu'ils peuvent rencontrer, comme par exemple la difficulté à se concentrer ou à s'endormir, qui peut leur porter préjudice pour leurs études. Voilà, on peut faire de la prévention et de l'information, mais à 17 ans, on a quand même moins de pouvoir. Ben oui, c'est compliqué. Donc c'est beaucoup plus pertinent d'agir en amont à la période du collège. Est-ce qu'en cabinet, vous recevez des parents qui vous parlent d'addiction comme une addiction à la drogue, en fait, finalement, avec ces portables ? Eh ben, en fait, je vais plutôt vous répondre non, pour la simple et bonne raison que les parents aussi ont un comportement parfois inadéquat à l'égard du téléphone. Et dans les petites astuces que je peux donner, il y a cette modélisation au bon comportement. C'est-à-dire que les enfants, ils imitent beaucoup le comportement des parents. Nous, on n'est peut-être pas sur TikTok, mais on est plus sur d'autres réseaux ou à nos mails ou sur WhatsApp. Donc, si les parents limitent leur propre utilisation des téléphones, ça enverra un message fort aux enfants sur l'importance de faire la même chose. Donc c'est assez rare de voir des parents qui se plaignent et qui ont une espèce de regard extérieur sur le comportement de leurs enfants. En général, il y a quelque chose de l'ordre du mimétisme quand même. Faut être honnête. Donc la sanction, plus de portable un jour, 2 jours, une semaine, c'est pas la solution. Ça peut aider à montrer à l'enfant que se passer du téléphone, ça peut être aussi compensé par autre chose. Mais à ce moment-là, il faut proposer des alternatives attrayantes, c'est-à-dire proposer des activités, s'impliquer avec eux, faire des jeux, de la lecture, du sport, des activités créatives, mais ne pas être dans la punition pure et dure et dans la privation. À cet âge-là, ça marche plus du tout. Surtout si on les prive et que nous, de notre côté, on continue à envoyer des messages. Ça, c'est complètement dysfonctionnel. C'est évident. Merci Johanna Rosenblum, psychologue clinicienne à Paris. Merci d'avoir été avec nous. Restez surtout à l'écoute de Sud Radio. La vie en mieux. On se retrouve dans quelques minutes avec Marc Salem. Un petit coup de pouce à une très belle association. Coucou, nous voilà. À tout de suite. Sud Radio, la vie en mieux. Catherine Bully. La vie en mieux, vous êtes sur Sud Radio et peut-être en train de déjeuner. Alors ouvrez grand vos oreilles, nous allons parler d'une association caritative absolument formidable et qui me tient à cœur, qui s'appelle Coucou Nous Voilou. Une association qui a mis en place un projet capable d'apporter le sourire et d'égayer les journées des enfants et des ados hospitalisés. Bonjour Marc Salem. Bonjour. Alors Marc, vous êtes le fondateur de Coucou Nous Voilou. Vous avez fait partie de l'équipe dirigeante de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris pendant près de 20 ans. Et donc vous avez côtoyé de nombreux enfants malades bien sûr. Racontez-nous, quel a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui vous a donné envie de fonder cette association? Écoutez, pour tout vous dire, je vais vous donner quelques petits détails sur moi et vous allez comprendre. En fait, mes parents sont français, mais ils travaillaient à la BBC, au service français à Londres. J'ai été, pendant mes 6 premières années, j'ai fait un petit séjour dans un hôpital londonien pour enfants. Et je me souviens encore aujourd'hui de plein de choses qu'il y avait dans le service hospitalier dans lequel je me trouvais. Et ça m'avait beaucoup marqué. Et ensuite, de longues années plus tard, donc je me suis retrouvé à Necker Enfants Malades, où je me suis rendu compte que la France avait beaucoup de retard, puisque presque 30 ans plus tard, je voyais que pas grand-chose était fait. Et donc, je me suis lancé à l'hôpital Necker pour améliorer le quotidien, financer plein de projets. Je suis resté presque 20 ans et ensuite, effectivement, je me suis lancé dans une aventure caritative, celle de Coucou Nous Voilou, qui a vraiment pour objectif d'améliorer le quotidien et le bien-être des enfants malades et hospitalisés et des adolescents, parce qu'on les oublie souvent. Alors, ça fonctionne comment? On appelle l'Abracadabox. Alors, on va en parler bien évidemment de l'Abracadabox. Comment elle fonctionne? Alors, la box, déjà, pour commencer, comment elle fonctionne?
En fait, c'est une boîte. pour ceux qui peuvent le voir, en tout cas, c'est génial. Très bien. C'est un boîtier qui est aux couleurs de personnages célèbres. Alors ici, c'est la Schtroumpfette qui est infirmière. Des BD, voilà, des personnages de BD, Schtroumpfette. De perfusion ou de chimio. Ouais. Et donc, les enfants ne voient plus le soin, ils voient plutôt un personnage qui les aide à guérir, qui les aide à mieux accepter la maladie et le traitement lourd souvent qu'ils doivent subir. Donc en fait, la poche qui normalement pourrait être anxiogène, là se transforme en un liquide avec des super pouvoirs qui va l'aider à guérir. Exactement, vous avez tout résumé. Cette petite boîte en plastique, mais enfin qui est ni vu ni connu, est plutôt assez poussée du point de vue de sa technologie, en fait, va changer un peu la perception de la maladie et des soins que va avoir l'enfant. C'est accompagné d'une bande dessinée aussi, et qui a été dessinée par Zep Thébault, Zep qui est le papa de Titeuf. D'accord. Thébault, c'est un autre dessinateur, Neil. Et chaque enfant reçoit cette bande dessinée où voilà, ça leur explique Abracadabox et ça les aide à mieux comprendre. Est-ce que vous avez des exemples? Comment les enfants reçoivent cette box? Quelle est leur réaction? Le plus souvent, ils sont surpris, ils sont contents, ils l'acceptent très bien. Même les ados qui pourraient trouver ça un petit peu ringard ou un petit peu dépassé, dans l'ensemble, sont plutôt très partants et souvent la redemandent. Et le plus bel hommage qu'on a pu avoir, c'était que des enfants ou des ados qui font de nombreuses hospitalisations, de nombreux séjours de par leur maladie, souvent demandent à peine arrivés, est-ce que vous avez gardé mon Abracadabox? C'est mignon. Est-ce qu'on va l'avoir à nouveau? Donc ils sont demandeurs. Donc ça prouve plutôt que ça va dans le bon sens. Absolument. Alors, depuis le Covid, vous souffrez beaucoup de l'absence de dons, moins 80% entre 2020 et 2022. Là encore, la moitié des dons qui n'est plus là. Comment vous fonctionnez aujourd'hui? Comment vous faites? Écoutez, on fait au mieux. C'est vrai que entre la crise du Covid, qui ensuite a été rattrapée par la crise économique, financière et énergétique, etc., que l'on traverse en ce moment, tout ça a fait que les dons ont été en forte baisse. Maintenant, on remonte un peu la pente, mais c'est vrai que c'est pas simple. Donc, on essaye de monter des événements, des choses comme ça. Là, par exemple, il y a vendredi, on a pu bénéficier d'une soirée. La fête à Neuneu. L'ouverture de la fête à Neuneu, cette fête foraine. Voilà. Et voilà, donc on essaie de monter des petites choses, mais sinon, voilà, c'est pas simple. Alors, si je peux lancer un appel, si vous me le permettez. Allez-y, je vous en prie. Ça serait vraiment de dire à vos auditeurs, si vous voulez soutenir une petite association, mais qui a tout d'une grande et qui voudrait vraiment se développer et financer un maximum de projets dans les hôpitaux pédiatriques et continuer à mettre en place ce projet Abracadabox, écoutez, il faudrait nous aider, nous soutenir, donc n'hésitez pas à le faire. On donne l'adresse de l'association www.coucounouvoilou.fr, c'est ça? Exactement. Voilà. Attends. Et donc, c'est sur la rubrique faire un don ou nous soutenir. Nous soutenir. Alors, les gens pourront peut-être voir qu'on a des personnalités qui nous ont soutenus. Par exemple, pour la soirée, là, c'était Chantal Latsou. Oui. Mais on a des gens comme Charlotte Gainsbourg, Philippe Lachaud, Danny Boone, qui sont venus de temps en temps nous soutenir et nous aider. Mais c'est pas pour autant qu'on est une association riche. Bien sûr. C'est vraiment de sensibiliser. De toute façon, on ne peut pas rester insensible à cette association et on doit vous aider. Et quel que soit le niveau de nos possibilités, que ce soit 2 €, 5 €, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de participer et de vouloir le faire pour les enfants. Merci beaucoup, Marc Salem, fondateur donc de cette association Coucou Nous Voilou. Il faut vous aider car les enfants, comme les adultes, comme pour les adultes, on sait ô combien le moral est important dans le processus de guérison. À bientôt. Merci beaucoup Catherine et merci à toutes et tous. Merci, à bientôt. Sud Radio, la vie en mieux. Suite avec ma complice Ariane Golden, nous allons parler des nouveaux maquillages de la rentrée et surtout des tendances les plus folles qu'elle a dénichées sur les réseaux sociaux. Sud Radio, la vie en mieux. Bonjour Ariane. Bonjour Catherine, Ariane bonjour tout le monde. Rédactrice beauté, chaque année, chaque rentrée, ma petite Ariane, on trouve la petite
tendance maquillage, le petit truc que chacun va pouvoir utiliser. Alors, il y en a qui ont révolutionné l'été. Qu'est-ce que vous nous avez déniché, là, pour cette rentrée? Vous m'avez parlé du Bratz Lips. Du Bratz Lips, oui. Alors, les lèvres, Bratz, quoi, là? Bratz, c'est le nom des poupées qui sont nées en 2021 et qui sont des poupées en plastique avec plutôt rondes, vous voyez, plutôt les peaux un peu foncées, bien maquillées, avec des grands yeux, si vous voulez, des grands yeux, avec des yeux en amande, avec des fards à paupières, et puis surtout des grandes lèvres brillantes. Donc, tout le monde veut des Bratz Lips, c'est-à-dire les mêmes lèvres. Et donc pour ça, c'est très simple. Vous prenez un crayon à lèvres, un rouge à lèvres et un gloss. Et vous dessinez le contour des lèvres, surtout l'arc de Cupidon avant. Vous débordez un petit peu pour augmenter le volume. Voilà. Vous prenez votre rouge à lèvres d'une couleur un peu plus claire. Vous remplissez bien toutes vos lèvres et par-dessus, vous passez du gloss. Et comme ça, vous avez les lèvres Bratz Lips. Mais alors avec un crayon à lèvres qui est pas trop foncé, parce que sinon on a l'impression d'avoir mangé pas une trop glace au foncé, mais chocolat. plus foncé que le rouge à lèvres. Plus foncé que le rouge à lèvres. Plus foncé que le rouge à Il faut lèvres. qu'on voit l'ourlet. Voilà. Oh là là, c'est incroyable. Mais alors, la bonne nouvelle dans ce que vous me dites là, c'est que du coup, plus besoin de se mettre des injections. Ça fonctionne vraiment bien là. On a les lèvres. Oui. Et puis surtout, si vous voulez, le fait que cette mode des injections a développé le marché de la cosmétique autour des lèvres. Alors on a simplement les hydratants, on a des exfoliants, mais on a aussi maintenant des masques de nuit pour les lèvres. Vous trouvez ça chez La Neige et chez Lanolips. Vous avez des huiles régénérantes teintées chez Typologie et chez Clarins. Vous avez des lip boosters. Enfin, le secret, c'est tous ces produits. C'est efficace, ça ? Oui, c'est efficace un certain temps. Ouais. Donc, vous en posez, vous en réappliquez souvent. Mais c'est important de réhydrater ses lèvres, souvent parce que c'est une zone qui se dessèche énormément. D'accord. Et alors, vous citiez tout à l'heure le Pomegrenade Make-up. Alors, c'est quoi là? C'est le Pomegrenade Make-up. Alors, non, mais il n'y a que moi qui ne sais pas. Là, je vais demander à ma réalisatrice. Alors, vous traduisez. C'est le maquillage grenade. C'est une variation du Sun Kissed Glow ou encore Island Girl. Donc, en fait, c'est très simple. C'est prolonger la bonne mine de l'été. En fait, vous savez, il y a une obsession en ce moment, c'est d'avoir une peau saine, jolie, resplendissante, avec bonne mine. Oui, glowy, tout ce... Voilà. Donc, il faut avoir l'air d'être passé un petit peu sous le soleil ou encore d'être allé au grand air. D'accord. Donc, pour ça, c'est très simple. Vous prenez un blush. Mais il s'appelle Pomegranate parce que c'est un blush que vous allez prendre plutôt couleur grenade, un peu rougi, vous voyez, pour faire un peu la peau un petit peu rouge. Alors vous le posez en premier sur les pommettes comme on fait pour un blush et puis après vous étalez le reste sur les tempes, sur les lèvres, les paupières, le menton et surtout, vous n'oubliez pas l'arête du nez parce que c'est là où le soleil tape. Donc ça fait encore plus vrai. C'est vrai. Mais le Pomegrenade, là, ça n'existe pas en ligne de soins, dans les lignes de soins aussi? Alors c'est parce qu'on utilise la grenade comme active dans certains produits parce que c'est très riche. La grenade est très riche en antioxydants et donc c'est un anti-vieillissement. Et là chez Clarins, la dernière crème de Clarins qui s'appelle la Rose Radiance multi-intensive pour peau mature, elle apporte justement de l'éclat parce que vous savez les peaux qui sont matures, elles ont une microcirculation sanguine un peu déficiente, donc on n'a pas un joli teint. Et là c'est une crème qui apporte justement de la grenade pour raviver la circulation, mais en plus, la couleur de la crème est rose, donc ça vous donne une toute petite couleur, et en plus, des études viennent me prouver que le rose nous rend de bonne humeur. Donc c'est pas une histoire de voir la vie en rose, c'est que vraiment la couleur rose a un effet sur notre cerveau. Sur l'humeur. Ah, voilà. Oui. Tiens. Ça, c'est intéressant. Alors, un dernier petit truc, là. Moi, je vois souvent mes filles utiliser des blushs avec des textures, alors liquide, crème, mousse, machin. C'est bien ça, ces nouveaux blushs? Oui, parce que c'est justement pour faire le Pomegranate Make-up. Ça favorise pas les points noirs et tout ça, non? Si elles se démaquillent bien le soir, non. Bon. Si elles prennent soin de leur peau, ça ne devrait pas. D'accord. Mais ce qui est bien, c'est que ces nouveaux blushs, ils sont beaucoup plus pigmentés, mais ils sont aussi beaucoup plus légers et beaucoup plus transparents. Et alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont en stick. Alors, c'est très pratique. Vous faites poum-poum comme ça, vous étalez au doigt. Moi, j'aime bien où ils sont mous. On en trouve un peu partout. Il y a Harley Bieber, vous savez, la star qui en a sorti un, qui est un blush de poche à base de glycérine qui fait un tabac. Il y a aussi Pixie, qui a un stick comme ça,
qui s'appelle Blush on the Glow, qui est en vente chez Sephora. Et puis vous avez Chanel aussi, qui a revu ses blushs cette année avec un produit qui s'appelle Joue Contraste Intense et qui est à la fois une crème et une poudre. Bon, alors, on n'a pas le temps de parler des hommes, mais les hommes, la rentrée, il va quand même falloir faire quelque chose. Ah ben, Donc vous vous allez savez revenir avec des produits adaptés aux hommes. Ah ben alors je reviendrai. Je m'étais mais ils se maquillent, hein. 10 à 20% se maquillent, maquillent. Oui, il faut qu'on pense à... On voit pas, mais ils sont maquillés certains. Merci Ariane. Bon, moi je vais tester le bras de slip, ça m'intéresse. Merci à vous tous de nous avoir suivis. La vie en mieux revient dimanche prochain, mais vous pouvez la retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine à l'écoute de Sud Radio. Bonne semaine à tous.